je vous remercie effectivement d'avoir accepté de participer à cette table ronde où on va rentrer un petit peu plus dans le sujet, dans le concret. Notre sujet, le syndicalisme, parce que bon, si on est là quand même, c'est parce que on fait partie d'un syndicat et on disait tout à l'heure avec Mylène que l'intervention de ce matin nous avait rendu fiers d'appartenir à ce syndicat. Donc, voilà. Donc on va parler maintenant de dialogue social. Et en cette époque quand même un petit peu tourmentée, avec des réformes qui se succèdent à un rythme assez effréné, on peut se poser la question déjà de voilà, quel dialogue social avec l'État, puisque toi, Mylène, tu es quand même amenée à discuter régulièrement dans le cadre du conseil commun, et puis aussi de par tes fonctions de secrétaire général à l'UFA. Donc, est-ce que le dialogue social avec l'État, c'est un objectif irréalisable ou c'est devenu l'objectif impossible? Tu m'avais dit qu'on était assez pessimiste dans notre approche, donc peut-être que tu peux pouvoir nous dire voilà, ce qu'il en est précisément. Bien, bonjour à tous et merci de cette invitation. Isabelle, tu l'as dit rapidement, j'ai pu assister à la table ronde de ce matin et je dois dire que c'était une grande fierté de pouvoir assister à une table ronde organisée par le SYNCAS, CFDT. Et que là, le mot CFDT trouvait tout son sens en ce qu'on est capable de donner la parole à certains de nos collègues, qui sont en plus adhérents, ce qui ne gâche rien, mais surtout pour partir d'une expérience qui peut être y compris douloureuse pour construire. Et là, je dois dire que c'est une vraie force et une vraie richesse sur laquelle on doit aussi capitaliser au service de l'ensemble de nos collègues. Et je crois que du coup, l'impulsion que vous donnez là aujourd'hui est très importante. Et ça nous amène directement au thème de l'après-midi, parce que trop souvent, je trouve, je le dis tranquillement, moi qui passe beaucoup de temps en instance, on a tendance à ne voir du dialogue social que la partie immergée. Telle instance, tel conseil supérieur, tel comité technique, tel CAP. Mais on ne voit pas ce qu'est le dialogue social au quotidien, en proximité, dans nos établissements. Et en ce sens, je suis absolument convaincue que sur le versant hospitalier, il y a un vrai gisement, là aussi, de richesse, mais dont il convient qu'on s'empare absolument syndicalement pour y mener des actions qui vont non seulement dans l'intérêt des agents, mais aussi dans l'intérêt des services dans lesquels on travaille. Et je crois que ça aussi, c'est un identifiant fort de la CFDT, de savoir concilier les uns et les intérêts des uns et des autres. Et ça rejoint les paroles de Jean-Paul ce matin, qui disait qu'il faut savoir faire face côte à côte et pas que être tout le temps dans le face-à-face. Alors, ceci dit, le dialogue social, effectivement, il est fortement non seulement interrogé dans la période, mais aussi impacté par un certain nombre de textes législatifs, interrogé dans un contexte général qui ne concerne pas que ni la fonction publique, ni même la fonction publique hospitalière. Je crois que ça nous pose devant un certain nombre de responsabilités. Et je suis convaincue que la CFDT est loin d'être la plus mal armée des organisations pour être capable de répondre aux défis qui sont ceux d'un monde qui évolue, quoi qu'on pense de ces évolutions, mais il évolue. Et on a un certain nombre de valeurs, de lignes. C'est pas abstrait, les valeurs. Ça se traduit très concrètement. Je pense au pacte du pouvoir de vivre, par exemple, où on voit qu'il y a une série de propositions toutes plus concrètes les unes que les autres et qui font sens quand on les voit tout ensemble. Donc il y a cette partie-là d'interrogation qu'on a relevée. Et puis, très concrètement,
on a une série d'interrogations qui nous sont posées par la loi de transformation de la fonction publique. Alors cette loi, on s'est exprimé largement dessus, on n'en était pas demandeur en ce qu'elle réorganise le dialogue social, qu'elle fond les CT et les CHSCT dans une instance unique, même s'il pourra y avoir des formations spécialisées, et en ce sens qu'elle réduit les compétences des CAP, sans les supprimer d'ailleurs, mais finalement peut-être en responsabilisant davantage, mais ça rejoint aussi le thème de vos journées, le management, entre guillemets. Je déteste ce mot globalisant qui cache quand même des hommes et des femmes. Et qui renvoie du coup les questions individuelles plus pour les organisations syndicales à une action d'accompagnement. Et ça, c'est inscrit dans la loi aussi, puisque il y a une nouveauté dans la loi qui est celle de la possibilité pour les agents de se faire accompagner d'un conseiller syndical quand ils souhaiteront, par exemple, faire un recours contre telle ou telle décision d'ordre individuel. Donc on en est là aujourd'hui, une loi qui est publiée, et nous qui disons, on a dit nos désaccords avec cette loi, on les a fait savoir, on les a fait connaître, on les a traduits très concrètement par un vote négatif sur le projet de loi au moment où il nous était proposé. On a continué de porter nos revendications, ce qui se traduit par exemple parce qu'on n'avait pas obtenu lors du Conseil commun, mais qu'on a obtenu à force de rencontrer des parlementaires, par l'instauration d'une prime, qu'on appelle prime de précarité, d'une indemnité de fin de contrat pour les contractuels qui auront des durées de contrat inférieures à 12 mois. C'est une victoire. On nous demande souvent à quoi vous servez, quelles sont vos victoires. Eh bien, nos victoires, elles sont aussi celles-là, celles de construire des droits nouveaux, dans un cadre qui n'est pas forcément un cadre très visible médiatiquement, mais qui en tout cas est celui de l'efficacité. Et ça, je crois qu'il faut aussi qu'on se l'approprie et qu'on se le dise et qu'on en soit fier, parce que cette indemnité de fin de contrat, personne n'a fait grève pour l'obtenir, mais n'empêche qu'on l'a obtenue et qu'elle est traduite et qu'elle est inscrite désormais dans la loi. Et ça, il faut le dire, le répéter régulièrement, parce que c'est ça aussi l'action syndicale, c'est ça aussi la mobilisation. Et la mobilisation, c'est pas simplement déposer un préavis et faire une journée de grève. La mobilisation, c'est du travail, c'est aussi du travail. Voilà. Et ça, je crois qu'il faut qu'on accepte de se le dire, parce que souvent, quand on est militant syndical, on est un peu gêné de dire qu'on travaille. Mais oui, on travaille. Voilà. Donc ça, il faut toujours le rappeler. Alors maintenant, on l'a dit, la loi de transformation de la fonction publique, elle impacte le dialogue social, elle revoit son organisation. On n'a pas fini d'en voir les effets, on n'a même pas fini d'en voir les textes de mise en œuvre. Mais ce n'est pas la fin du dialogue social. Ce n'est surtout pas la fin du dialogue social. Et j'ai envie de dire, il n'y a de pire ennemi du dialogue social que ceux qui laissent croire que cette loi, ce serait la fin du dialogue social. Et parmi ceux-là, des organisations syndicales elles-mêmes. Hein. Je ne les nommerai pas ici, mais quand même. Et on le voit dans une actualité qui n'est pas que celle de la fonction publique, mais par exemple avec les retraites. Quand vous dites qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue et que vous avez une réunion qui est organisée avec un ministre en charge des transports, par exemple, et un haut-commissaire à la réforme des retraites, et que vous ne vous rendez pas à cette réunion, tout en disant qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue social, c'est quand même un peu le chat qui se mord la queue. Et voilà. Donc, nous, on n'a pas fait ce choix-là. Et sur les textes de mise en œuvre de la loi fonction publique, on continue de porter la même stratégie que celle qu'on a eue au long des 18 mois qui viennent de s'écouler, c'est-à-dire qu'on continuera de peser, on continuera de porter nos propositions, on continuera de tenter d'influer sur les textes, et à la fin, on se prononcera en pour, en contre, en abstention, mais on se prononcera à la fin du processus.
Et ce qu'on dit aussi à nos équipes, c'est que nos désaccords, ils existent, on les a exprimés. On n'en a pas honte. On les porte, ils sont écrits, ils sont dits, ils sont sur la place publique. Mais on a deux possibilités aujourd'hui. Soit on reste sur ce désaccord et on se laisse engloutir par ce désaccord et on meurt avec ce désaccord, soit on prend acte de l'organisation qui est celle qui fait notre démocratie d'aujourd'hui, c'est-à-dire une articulation entre la démocratie sociale et la démocratie politique. La démocratie sociale s'est exprimée, la démocratie politique a fait son travail aussi, a voté un texte de loi après qu'il ait été amendé par les organisations syndicales et après qu'il ait été amendé par la représentation politique, et cette loi, elle existe, elle est publiée. Et il nous semble que, démocratiquement, il nous appartient d'en prendre acte, y compris en continuant à dire que ce n'était pas une réponse à nos demandes ni à nos attentes. Et on pourra continuer de porter d'autres demandes et d'autres attentes, mais toujours dans ce cadre démocratique. Maintenant, les agents qu'on représente, ils n'attendent pas qu'on passe notre vie à exprimer tel ou tel désaccord. Ils attendent aussi qu'on les défende. Et la défense, elle se fait au quotidien, et la représentation, elle se fait au quotidien. Donc on s'emparera des instances nouvelles qui commenceront d'exister dans les prochains mois avec la modification des compétences des CAP qui entrera progressivement en vigueur, et puis fin 2022 avec l'élection des nouvelles instances et donc des comités sociaux, et on y prendra toute notre place. Et là, on continuera de porter nos revendications. Il y a un autre point dans cette loi qui est une habilitation à procéder par ordonnance sur le renforcement de la négociation de proximité. Et là, on peut facilement faire le lien entre les discussions qui ont eu cours au moment de la loi santé et qui font écho avec ce qui s'est passé au moment de la loi fonction publique. On a là une réponse à l'une de nos revendications, qui est de renforcer le dialogue social de proximité, qui est de pouvoir traiter dans la plus grande proximité, dans les établissements, un certain nombre de questions, et on continuera d'œuvrer pour que, quand les ordonnances commenceront à s'élaborer, on arrive à atteindre cet objectif, qu'on puisse traiter notamment les questions de travail et d'organisation du travail. Parce que ce n'est pas au niveau fonction publique, dans des instances qui vont concerner 5 millions d'agents, qu'on traitera des questions d'organisation du travail. On pourra fixer un cadre, mais ce n'est pas là qu'on verra comment on peut réellement s'organiser, comment on peut trouver les moyens d'avoir des organisations du travail qui soient à la fois plus efficaces, parce qu'il ne faut pas avoir peur de ces termes-là, mais qui soient aussi plus satisfaisantes et plus soucieuses de l'équilibre des travailleurs et des travailleuses, qu'on pourra aussi construire un certain nombre d'avancées qu'on souhaite et qu'on continue d'appeler de nos voeux, notamment en termes d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, comment on peut construire des organisations du travail qui vont permettre de mieux concilier les temps de vie, comment on va pouvoir construire des organisations du travail qui soient plus respectueuses des rythmes et de la santé aussi des travailleurs. Tout ça, ça ne peut, à un moment ou à un autre, se traiter qu'en proximité. Donc on le voit, on a à la fois un certain nombre de sujets sur lesquels on était en désaccord, un certain nombre de sujets sur lesquels les temps de mise en œuvre continuent de nous laisser un espace, et puis un certain nombre de sujets dont il convient qu'on s'empare, celui du renforcement de la négociation de proximité, celui du renforcement du dialogue social de proximité, et celui de l'accompagnement qui fait pleinement écho avec tout ce qui s'est dit ce matin. Je ne suis pas plus longue, je laisse la parole. Puisqu'on parle de dialogue social de proximité, donc on va se poser la question de savoir quelle est la place du dialogue social dans le management. Et on va peut-être commencer par un chef d'établissement, Bernard, et puis après vous vous exprimerez Agnès et Bruno sur cette question. Et un petit corollaire, quelle place du dialogue social avec l'émergence actuellement des collectifs dans les établissements?
Bon, d'abord, merci de m'avoir invité pour traiter de ce sujet. Alors, j'avoue que quand j'ai commencé à regarder le titre, c'est dialogue de gestion versus dialogue social, en fait. Hein. La question qu'on peut d'abord se poser, c'est qu'est-ce qu'on met sous le mot dialogue? Autant le dialogue de gestion, on voit très bien que pour un certain nombre de managers, je reviendrai sur le mot manager, on est sur un dialogue de type tableur Excel. Autant me semble qu'il est difficile d'imaginer le dialogue social avec le même outil. Vous pouvez avoir un avis différent. Mais bon. Et je reviens sur le mot manager parce que j'ai été intéressé par ce qu'il se disait ce matin sur le sens des mots et leur origine géographique. On est... le manager, et puis un certain nombre de termes qu'on emploie nous aussi, hein, faut pas, pour la preuve, viennent quand même de façon très connotée USA. Hein, avec ce que ça dit derrière comme idéologie. Et alors, j'étais très impressionné par toutes les citations hier, dont j'ai été rechercher quelques-unes. Et j'ai commencé par une citation qui n'est pas une citation qu'on rencontre habituellement à la CFDT. Il y a une citation de Karl Marx, beaucoup entendu hier, mais je ne ressortirai pas que Karl Marx. J'ai des citations plus indigènes. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Puis il dit également que les idées dominantes sont celles de la classe dominante. C'est assez passe-partout, c'est des trucs qu'on apprend dans les bouquins de philo. Voilà. Bon. Il n'empêche qu'on voit bien que ce jargon américain qu'on voit dans beaucoup de nos systèmes de management influence notre façon de faire. Un intervenant ce matin, je ne sais plus lequel, évoquait les sociétés de conseil qu'on voit tous. Et qu'on voit tous beaucoup dans nos établissements hospitaliers. Et qui sont par ailleurs le support d'un organisme qui a été, à mon goût, trop peu cité, mais qui mérite tout intérêt, qui est le Copermo, hein, qui, dans le monde hospitalier, est aujourd'hui un élément de doctrine essentiel. C'est typiquement la pensée dominante. Typiquement la pensée dominante. Et je trouve que ça, c'est important parce que cette pensée dominante, on l'a, évidemment, auprès de ceux qui sont responsables ministériels, hein, bon, mais on l'a aussi nous-mêmes intégré. Je le dis d'autant plus facilement pour pas avoir que je suis sans doute, dans la dernière période, le DG qui a supprimé le plus grand nombre de lits et le plus grand nombre de postes en France. Donc, bon, comme tout le monde, j'applique la politique. Mais pour autant, je pense que c'est intéressant d'avoir un regard sur ce qu'on fait. Et derrière, ça renvoie aussi au positionnement de la CFDT. Alors, je disais hier à notre secrétaire général que j'étais peut-être le plus ancien adhérent CFDT de la salle. J'ai adhéré en 1973. Ouais. 73, je suis pas sûr que... Bon, bref, on pourra calculer. Bon. Bref, donc, tout ça pour dire que... Bon, j'ai connu la CFDT d'Edmond Maire et dans les derniers discours d'Edmond, c'est un discours où il dommage à Rocard. Donc, vous voyez, je m'éloigne un peu de Marx. Hein, disant que sa morale politique, c'était l'exigence de parler vrai. Et c'est en ça que Rocard a marqué les esprits. Alors, des fois, il parlait vrai et de façon parfois inintelligible, on le sait tous. Mais quand même, je pense on a quelqu'un qui a eu une réflexion de parler vrai, mais aussi de l'importance du dialogue, de la réflexion. C'est un vrai social-démocrate au sens, je trouve, noble du thème de la social-démocratie. Et on voit bien que lorsqu'on est sur le dialogue social, la notion de parler vrai est importante. Ça a été dit par comment il s'appelle, Jean-Paul Boucher dans l'intervention de ce matin, l'intervention que j'ai trouvée remarquable. Lorsqu'on est dans le dialogue de gestion, notre sujet comme directeur, comme chef d'établissement, comme directeur adjoint, comme médecin, quelle que soit sa place, c'est de faire en sorte qu'avec les moyens qu'on nous donne, on arrive aux meilleurs résultats. Ce qui n'est pas de l'efficience. J'ai bien aimé le mot efficacité tout à l'heure, parce que ça, c'est de l'efficacité. Avec les moyens qu'on a, le meilleur résultat. L'efficience, c'est de faire le maximum de résultats avec le minimum de moyens. Et il faut bien reconnaître quand même que dans la politique du moment, et pas que depuis 2 ans, hein, ou 2 ans et demi, on est plutôt dans l'efficience que dans l'efficacité. Et ça, je trouve, là, pour le coup, que c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement pénalisant, à la fois pour la gestion, parce que ça ne veut pas dire qu'in fine, on est efficace.
si efficace dans nos activités médico-sociales, sanitaires, ce qu'on voit. C'est mieux soigner les malades. Je ne suis pas sûr que l'efficience telle qu'on l'entend actuellement soit mieux, globalement. Toi, ça mérite interrogation. Et par contre, je suis assez persuadé qu'elle n'est pas efficace. Il suffit de voir la quantité de moyens utilisés et le résultat qui laisse parfois désirer. Donc là, il me semble qu'il y a un vrai sujet, parce que derrière, ça veut dire que comme manager, je reprends l'expression, on a des moyens importants, on est dans un dialogue de gestion. Enfin, je ne vais pas faire une fixette sur le Copermo cet après-midi, ou son mode de fonctionnement, mais vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, que le Copermo ne discute jamais avec les établissements. C'est une règle écrite. Jamais. Donc il n'y a pas de dialogue. Or, c'est aujourd'hui c'est l'organisme qui, dans notre pays, donne le là en matière d'effectifs, de mètres carrés, de tout ce que vous... Bon, c'est quand même le sujet. Alors, il décline une politique, mais ça veut dire que le dialogue n'existe pas à ce niveau-là. Donc, alors après, le dialogue social. On a devant nous des partenaires syndicaux, des coordinations, de tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, je veux dire que... dans les années 88, j'étais un tout jeune directeur et je venais juste de cesser d'être soignant. On a vu apparaître les premières coordinations. La coordination infirmière, je pense que certains dans la salle existait déjà, donc s'en souviennent. Bon, c'était un phénomène nouveau. Depuis, on en voit partout. Et je dirais derrière même que quand il n'y a pas de coordination organisée, on voit bien que les organisations syndicales, et pas que dans le monde de la santé, sont parfois dans une situation un peu à courir derrière la troupe. On a tous entendu parler il y a 15 jours, c'était il y a 15 jours, du mouvement social à la SNCF. Je ne suis pas totalement naïf, on ne mobilise pas toute la SNCF en une nuit, sans derrière quand même quelques structures. Bon, voilà. Mais quand même, on voit bien que... Bon, et je pourrais citer les flics, la santé à tel endroit, le mouvement des urgences. Bon, voilà. Donc le sujet, il est quand même... On a une diversité aujourd'hui du corps social qui, dans le dialogue social, complique la chose. Pour autant, c'est peut-être une question de génération, mais je considère qu'il faut qu'on passe par les organisations syndicales dans le dialogue social parce qu'elles structurent la réflexion. Et quelque part, elles homogénéisent aussi les revendications. Quand j'étais DG de mon poste précédent à Brest, j'ai eu le même jour, on a tous connu des trucs comme ça, une grève assez dure d'ailleurs, d'un service qui avait imaginé qu'on voulait faire passer de 8 en 12 heures. Et le même jour, pas déposé par la même organisation syndicale, un préavis de grève d'un autre service qui était, lui, en 8 heures et qui exigeait de passer en 12 heures. Vous voyez, donc, l'homogénéisation de la revendication est parfois compliquée, mais aussi, du coup, d'y répondre. Alors, après, on peut... Bon. Mais je trouve qu'aujourd'hui, l'organisation syndicale a ce mérite d'accompagner la réflexion des salariés. Notre attitude par rapport à ça, et comme on est ici dans une réunion de directeurs ou de responsables de cadres de santé syndiqués à la CFDT, avant que d'être au 5A, si je peux me permettre, ça me paraît un élément important, ce qui a fait que, alors que j'étais quand même fortement sollicité il y a 30 ans pour passer au SNCH à l'époque, c'était que le 5AS, à l'époque, je n'avais pas de 5AS d'ailleurs, était un syndicat d'une organisation fédérée, confédérée. Et ça, je trouve que c'est un élément de solidarité important. On a quelqu'un, c'est toujours Jean-Paul, je vais passer mon temps à le citer, lorsqu'il évoquait ce matin être côte à côte, ça ne veut pas dire être tous ensemble, mais parce que chacun est aussi à sa place. Il y a des éléments de théâtre, on sait bien tous. Et quelque part, je pense qu'être tous ensemble, ça mène à la confusion. Pour autant, vous voyez, quelque chose qui me chagrine, je le dis devant mes responsables syndicaux, je trouve chagrinant d'entendre un de mes collègues DG, du sud le plus important de France, vous voyez qui je vise, qui je m'entends très bien par ailleurs, mais être celui qui, le plus fortement sur la place publique, exprime le fait que les infirmières françaises sont parmi les plus mal payées de l'OCDE. Je trouve que ça, c'est un discours que, comme dirigeant d'hôpital, on pourrait porter. Vous voyez ? Et là, je pense qu'on y gagnerait de la crédibilité. Se dire aussi que ce n'est pas scandaleux que des directeurs d'hôpitaux, responsables d'établissements, publiquement, disent la façon dont on traite nos personnels est indigne. C'est la rémunération, c'est les conditions de travail, c'est les fermetures de lits. Bon. Aujourd'hui, je dis comme DG, je suis le seul ici que je crois être DG,
Il y a la conférence des DG. Bon, vous savez ce que c'est, cette espèce de... Bon, voilà. Non, mais c'est sympathique. J'y vais de temps en temps, mais c'est un collectif. C'est une forme de collectif. Enfin, je ne veux pas vous raconter le collectif parce que c'est pas le sujet, puis ça c'est enregistré. Bon, donc, mais quelque part, cette conférence des DG, bon, c'est pas une émanation du 5AS. Mais je trouve qu'actuellement, il y a un sujet qui me paraît intéressant. Et je le dis parce que je trouve que c'est... Vous avez les doyens de fac. Je ne vais pas prendre la conférence des DG, comme ça me tranquille. Les doyens de fac, je vous garantis que c'est quand même pas l'extrême gauche révolutionnaire. Hein. Bon. Ni même la social-démocratie. Donc, qui aujourd'hui, en ce moment, s'agite assez fortement. Enfin, j'ai passé, Anne, toute une série de mails. Vous l'appelez la grève le 14 novembre, la grève du 5 décembre. Il y a que des gens qui ont toussé parce que quand même, la grève avec les cheminots, enfin bon, quand même. Oui, bon. Donc vous dites, enfin, il y a quand même... Bon. Et là, je me dis, il y a parfois... je ne pense pas que sur la conférence des DG, vous voyez, interpeller publiquement la ministre, enfin, quelque part, il y a... Bon. Par contre, ou même la conférence des directeurs de centres hospitaliers, par contre, je pense qu'il y a peut-être là un moment où, comme responsable d'établissement, il faut aussi qu'on fasse entendre notre voix en disant que ce qu'on nous fait faire, à un moment donné, ça ne va plus. Si vous voulez. Alors, ça ne va plus pour nos professionnels. Bon, même si je ne suis pas naïf non plus, hein, je travaille dans un service d'urgence, je ne suis pas totalement adhérent à ce que j'entends comme discours sur les urgences. Hein, mais il n'empêche, on sait bien aussi que le malaise, il est profond et pas qu'aux urgences. Et qu'il a un vrai fondement. Mais je pense que c'est aussi à nous de porter ça. Parce que, l'air de rien, parce qu'on est chef, parce que c'est comme ça aussi dans la vie, on a une parole qui sera peut-être plus écoutée que le ronron habituel. Le sujet, ce n'est pas d'enquiquiner la ministre ou les ministres précédents ou les futurs, hein, mais c'est aussi de montrer qu'on est conscient des réalités. Et je pense que derrière, quand on veut entraîner nos troupes, parce que c'est aussi ça, être manager, hein, bon, nos troupes nous sauront gré, hein, je ne suis pas non plus totalement naïf, aussi d'avoir conscience de ça. Et ça, je trouve que c'est un élément important du dialogue social. Alors, en même temps, quand on fait un dialogue, il faut être deux. Enfin, il faut au moins être deux. Tu citais, sans le citer, une organisation syndicale autre, ou d'autres organisations syndicales. Il y a des gens qui, par principe, dans ces organisations syndicales, sont opposés à tout dialogue. Entre nous soit dit, j'ai connu aussi des sections CFDT qui, sur le terrain... Bon, hein. Donc, voilà, je pense que je ne suis pas le seul. Donc, et puis, j'ai connu des sections, je vais dire Sud, CGT, avec lesquelles on bossait bien. Voilà, parce que c'est aussi des questions de personnes. Bon, le dialogue, il faut être deux, mais je pense que c'est aussi à nous, parce qu'on est en position de responsable, en tout cas de tenter le coup et d'accepter que ça ne marche pas tous les coups. Parce que c'est aussi comme ça, à la fois qu'on sera efficace et pas efficient, mais c'est aussi, à mon avis, comme ça qu'on respectera ce qui a fait qu'à un moment donné, on a choisi d'être au 5AS CFDT ou à la CFDT, comme vous voudrez, plutôt que chez d'autres organisations qui sont des organisations corpo. Oui, enfin, un truc qui me chagrine souvent aussi, c'est... Alors, je ne vais pas passer sur les discussions sur les aspects statutaires, ceux qui ont fait REN, ceux qui n'ont pas fait REN, ceux qui sont contractuels, ceux qui ne sont pas, ça nous entraînerait trop loin. On se définit comme des acteurs de santé publique. On ne fait pas la santé publique à nous tout seuls. Lorsque les gens vont à l'hôpital, ils ne vont pas voir le directeur pour se faire soigner. Enfin, en général, ou alors c'est une erreur. Ou alors c'est que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Enfin, en général, ils viennent pour gueuler quand ça va. Bon, c'est bien. Bon. Par contre, là, il me semble qu'il faut qu'on... il me semble important pour nous de se dire, entre Karl Marx et le Rocard, hein, il y a une voie... où on peut avoir un rôle à jouer comme directeur syndiqué, sans pour autant se confondre avec le délégué syndical. Parce que c'est encore un autre défaut. Enfin, Richard, que j'entendais par là-bas, dans les années 80, par là, ça va faire vieux con, hein, m'excuserez, mais on a connu ça des collègues qui d'ailleurs étaient parfois précédemment délégués syndicaux, qui sont devenus directeurs et qui ont eu du mal à trouver leur place. Hein. Et bon, je pense que maintenant c'est passé cette période-là, mais en tout cas, je pense qu'il faut savoir jouer aussi là-dessus. Dans les relations, je ne crois pas au directeur surhomme ni au délégué syndical surhomme. Enfin, dans les relations de ce genre, je finis là-dessus, hein, il y a des relations personnelles qui se jouent. Le fait d'être un directeur reconnu syndicalement, mais en restant dans ta place, avec sa responsabilité, le jour où ça ne va pas, c'est toi qui viens chercher, pas le délégué syndical, c'est aussi un gage de crédibilité et d'avancement, à la fois pour nos établissements, nos personnels, et puis pour notre profession.
Oui, merci. Merci Isabelle aussi d'avoir pensé à m'inviter. Moi, je voulais prendre la suite. Alors, Bernard, tu as déjà dit beaucoup de choses qui font écho dans ce que je voulais aussi vous présenter. De mon expérience en tant que professionnel et en tant que professionnel syndiqué à la CFDT, parce que c'est ça qui est effectivement aujourd'hui le point qui nous rassemble. J'ai toujours essayé de tirer mon épingle du jeu et de me dire quelles étaient les marges de manœuvre que je pouvais actionner dans mon exercice professionnel. Et ces marges de manœuvre, je constate quand même au bout de maintenant un certain temps de mon expérience qu'elles se rognent et qu'on est parfois amené à jouer un jeu d'acteurs avec nos interlocuteurs qui sont les autorités administratives qui délivrent les autorisations, qui nous financent, qui nous contrôlent, qui nous autorisent, et que nous sommes dans un dialogue qui, comment dire, n'est pas tout à fait une conversation, mais qui est un échange où on va nous rappeler les objectifs, vérifier où nous en sommes, nous vérifier comment on a utilisé les moyens, comment, avec quels résultats. On va entrer également tous les critères de certification, d'évaluation, qualitative dans des secteurs, je pense que ce soit le cas dans le sanitaire, mais aussi dans le médico-social et dans le social, où de plus en plus on est dans la normalisation des accompagnements, des prises en charge. Et le dialogue de gestion, effectivement, est impacté à tout niveau par cette évolution. Et nos marges de manœuvre, je trouve qu'elles sont extrêmement faibles. Et parfois même, dans les expériences les plus récentes que j'ai vécues, je dirais même qu'elles sont parfois un semblant, un faux semblant de négociation. Parce qu'évidemment, dans ces exercices qu'on nous fait faire à travers ces pommes, alors Copermo, Bernard l'a illustré, mais quelles sont encore nos possibilités d'actionner et d'infléchir les objectifs qui vont y être inscrits. Ça, c'est un premier constat que je fais. Et effectivement, en tant que professionnel, on va évidemment déployer toute notre énergie, tout notre savoir-faire pour les rechercher, aller gratter ce qu'on peut gratter. Et là, dans ce contexte-là, en plus, c'est ce qui est particulièrement parfois très difficile à vivre, c'est les attitudes des intervenants avec qui on travaille. Parce que, évidemment, derrière les grands principes de dialogue qu'on a évoqués les uns et les autres, il y a quand même la question des personnes qui est essentielle, et ce qui fait que, dans certains cas, on arrive à peu près à s'en sortir parce que on a un savoir-être d'une personne qui a des accents de sincérité, qui va pouvoir entamer avec vous un dialogue, un réel dialogue. Et parfois, ce n'est pas le cas parce que, effectivement, dans les instances, vous êtes face à de multiples interlocuteurs qui vont se succéder, ne pas forcément prendre en compte ce que les uns auront évoqué. Donc, ça pose la question réellement de la portée, de l'engagement, de la parole qui peut être donnée à travers ces différents temps de gestion que nous rencontrons dans notre exercice quotidien du travail. Et ça fait écho avec la notion de dialogue social qui est évidemment chère à notre cœur en tant que professionnels, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas que des gestionnaires, nous sommes des animateurs de collectifs de travail, nous sommes des professionnels qui indiquons un sens vers lequel on veut emmener les personnes avec nous, et si possible, emmener tout le monde et ne laisser personne sur le chemin.
Cette qualité de dialogue social, on la recherche, on essaye de la faire vivre dans nos établissements. Évidemment, c'est plus facile dans certains établissements en fonction de l'état de santé financière de chaque établissement. C'est beaucoup plus difficile dans certains autres. Et les collègues de ce matin et d'hier aussi ont évoqué évidemment leurs expériences personnelles avec des successions parfois de PRE, de crèves, etc. Et quand il n'y a plus grand-chose à mettre dans le panier, de quoi on peut discuter, de quoi on peut négocier et quel peut être notre engagement, évidemment à la CFDT depuis fort longtemps, nos engagements et notre recherche de construction commune n'allaient pas que sur les salaires, les organisations de travail, mais également, on en a parlé de la lutte contre les discriminations, l'égalité homme-femme, la lutte contre les harcèlements, la prévention des risques psychosociaux, un certain nombre de sujets que nous faisons vivre, que nous essayons de faire vivre dans nos établissements. Avec, effectivement, localement, parce que c'est ça qui est important pour nous, professionnellement, localement. Parfois un dialogue social qui est à l'inverse de ce qu'on peut rencontrer à des échelons plus élevés. Et c'est là où finalement la qualité des personnes entre en jeu, parce que voilà, chacun a ses marges de manœuvre. Et les sections syndicales ou les syndicats locaux les ont aussi. Et on a à les prendre en compte et à travailler avec. Et ce qui fait que, voilà, on négocie pas toujours avec ceux avec lesquels on pense qu'on pourrait peut-être négocier. Des fois, c'est avec d'autres organisations. Voilà, donc je voulais parler effectivement de l'engagement que ça implique pour nous. La qualité du dialogue social, c'est la qualité aussi de la sincérité des échanges et de la parole donnée, et de faire ce qu'on a prévu ensemble, collectivement, de faire. Donc moi je suis personnellement en attente effectivement de l'évolution de ce que ces accords locaux pourraient encore apporter à l'avenir, et notamment de quelle portée juridique et de quelles seraient les thématiques sur lesquelles nous pourrions aller. Et j'espère effectivement qu'il y aura des thématiques assez larges et qu'on ne sera pas trop restreint, et que là aussi il y aura une marge de manœuvre des acteurs sur le terrain pour pouvoir décider collectivement de négocier sur telle thématique ou sur telle autre thématique. Et enfin, peut-être aussi ce que je pourrais aussi attendre, c'est que on puisse définir un rythme au dialogue social, que on ne soit pas que tenu par nos réunions de CTE, de CHSCT, voilà, parce qu'il faut se réunir une fois par trimestre, on se réunit, mais qu'on puisse définir un calendrier qui contraint les parties, mais qui nous permette de nous mettre autour de la table régulièrement sur un certain nombre de thématiques. Voilà. Je ne sais pas si je reste dans le temps ou ça va. Très bien. Oui, merci de cette invitation pour avoir aussi l'éclairage du directeur de soins, membre de l'équipe de direction. Moi, j'ai repris un peu dialogue de gestion, dialogue social, donc la question devrait converger. Moi, ils ne doivent surtout pas s'opposer. Voilà. Le dialogue de gestion, même s'il arrive, comme tu l'as dit, à la fin un tableau Excel, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail dans le cadre des marges de manœuvre que nous avons. Et ça se décide par le directeur, ça s'oriente au niveau de la direction, mais ça se vit, et notre rôle en tant que directeur de soins, il est aussi de faire vivre ce dialogue de gestion avec les pôles, les médecins-chefs de pôle, les cadres sup et les cadres, dans un périmètre forcément contraint, qui est le PRD en hôpital MCO, que sont les budgets annexes en EHPAD, qui est la DAF en psychiatrie, et ne l'oublions pas, le budget aussi, de la gestion du budget des IFSI qui nous concerne, nous, en tant que directeur des soins. Et ce dialogue de gestion, il est tout au long de l'année avec les responsables des différentes directions de l'établissement,
des chefs de pôle et de l'encadrement. Et c'est là où il faut être vigilant, et notre rôle, et je considère mon rôle, c'est d'être vigilant dans la partie après dialogue social, de négociation entre l'employeur, on va dire au sens large, la direction et les partenaires sociaux, à ne pas opposer les uns aux autres, pour être vigilant, à ne pas mettre l'encadrement et l'encadrement intermédiaire en difficulté dans l'établissement, mais qui est bien une orientation globale et générale. Alors, bon, le dialogue social, ce sont donc des échanges organisés entre les représentants de la direction d'un établissement, qui est l'employeur, et entre les représentants des salariés. Donc nous sommes dans un monde où nous avons des représentants des salariés élus, donc représentatifs, et nous travaillons avec eux, même si c'est plus ou moins facile selon les familles syndicales, mais comme ça a été dit, selon des personnes aussi qui animent eux-mêmes une action syndicale forte de valeur. Alors, comment faire converger tout ça et comment faire converger les deux ? J'ai la chance de travailler actuellement, d'exercer dans un établissement qui est à l'équilibre financier, voire légèrement excédentaire d'année en année. Et je suis pleinement conscient que c'est quand même beaucoup plus difficile que dans les établissements en difficulté, avec des plans de retour à l'équilibre, des crèches, etc., comme vous l'avez dit. Et pourtant, la problématique du moment, même si c'est dans un établissement qui se porte bien, il y a des réalités sociales que nous partageons tous, que ce soit gestionnaires ou partenaires sociaux. La difficulté d'attractivité et de fidélisation des professionnels paramédicaux, et ça a été dit hier, de professionnels médicaux, hein. Pour ce qui me concerne, de pouvoir réussir à être attractif et fidéliser des professionnels paramédicaux, infirmiers spécialisés et aides-soignants maintenant, c'est quand même une difficulté partagée et qui n'est pas uniquement à renvoyer aux gestionnaires, mais à partager aussi ces problématiques dans le cadre du dialogue social avec les partenaires sociaux. Et il en va là derrière ça, le fonctionnement des unités, des services, notre mission de service public d'accueillir tous les patients et de prendre en charge au mieux les résidents, et d'assurer la continuité des soins 24 heures sur 24, alors qu'actuellement, on a beaucoup de mal à trouver des professionnels volontaires pour assurer les postes de nuit, ce qui n'existait pas il y a 20 ans, 25 ans. On avait des files d'attente de candidats pour passer de nuit. Voilà, il y a une évolution sociétale là qu'on doit forcément tous ensemble partager et voir comment faire au mieux et trouver des leviers d'action. Alors, j'ai la chance dans l'établissement où je suis que le dialogue social est vraiment animé par la direction des ressources humaines, et nous travaillons de concert pour les professionnels paramédicaux, mais dans le dialogue social, il y a aussi tout ce qui concerne les autres professionnels non paramédicaux, je veux dire techniques, administratifs, logistiques. Et ma foi, il y a le dialogue social, c'est pas uniquement les instances, c'est pas le CTE, le CHSCT, c'est pas ce que sera le comité social d'établissement avec toutes ces évolutions, mais c'est aussi du dialogue social en continu. J'oserais dire pas en permanence parce qu'on n'a pas que ça à faire, mais en continu quand même. C'est important, et moi j'apprécie que dans l'établissement on ait des rendez-vous programmés avec les partenaires sociaux de chaque syndicat une fois par mois, ne serait-ce que pendant 1 heure, et qu'il y ait vraiment comme ça des temps d'échange et des temps aussi de préparation de CTE et de CHSCT. Un autre sujet extrêmement important qui doit servir et aider à fédérer l'ensemble des professionnels d'établissement, c'est le projet social. Et donc, un projet social vient, une dynamique de travail de projet social 2020-2024 vient d'être lancée. Et là, le travail s'effectue en plein partenariat entre les responsables d'encadrement, soignants, techniques, administratifs, logistiques, et les partenaires sociaux, avec des axes qui ont été retenus sur le management, sur l'organisation du travail, sur la motivation et le développement professionnel, la communication et l'expression, et puis dans le contexte actuel, l'attractivité et la qualité de vie au travail. Et je pense que là, en travaillant
tous ensemble sur ce projet social qui doit se formaliser d'ici la fin de l'année. L'intérêt, c'est le dialogue permanent dans ce sur quoi nous sommes en capacité de travailler ensemble et ce vers quoi nous devons aller, même si nous sommes dans des cadres contraints. Par contre, je pense, mais ça, certains de nos collègues pourraient peut-être renforcer, que ça doit être beaucoup plus difficile dans les établissements en difficulté quand le discours et les messages à passer ne sont pas du tout les mêmes. Alors, quel en sera l'avenir ? Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer après le 14 novembre ? On n'attend pas ça, une révolution, une bombe, mais on est quand même dans une évolution des dialogues, des échanges, des expressions. Alors que là, les médecins s'associent au mouvement maintenant et ça donne quand même une autre portée, une autre dimension. Qu'est-ce que ce sera dans le cadre de l'évolution attendue par la loi de la transformation et de la mise en œuvre du comité social d'établissement? Ça a été évoqué, mais je pense et je confirme que le dialogue social, il se vit au-delà des instances. Et heureusement, parce que si le rendez-vous n'était qu'en instance, on peut aller facilement vers de la fracture sociale au sein des établissements. Et bien alors, quand les marges de manœuvre se resserrent et qu'on est dans le dialogue, les éléments importants, c'est quand même la clarification de ce vers quoi on va. En ce qui concerne le directeur de soins et l'accompagnement des équipes et de l'encadrement paramédical, tout ce qui doit coordonner tout ça, c'est quand même le projet de soins, où il y a des dimensions... on y intègre des dimensions sociales en termes de management, de développement des compétences, d'accompagnement des promotions professionnelles, sur tout grade. Et puis, dans ce dialogue avec les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs professionnelles, nos valeurs syndicales aussi, de permettre ces échanges et ces évolutions. Alors ça c'est notre aspect engagement et en tant que membre de direction dans la vie de l'établissement. Et il y a aussi notre, on va peut-être en parler après, notre engagement syndical en tant que directeur de soins à d'autres niveaux, et au niveau du 5AS CFDT notamment, dans les relations qu'on peut avoir ou pas avec nos ARS. Dans la région où j'étais précédemment, nous avions des rencontres régulières, au moins 2 fois par an, avec nos conseillères techniques et pédagogiques régionales. Dans certaines régions, maintenant, on les supprime. Donc, on n'a plus du tout cet échange, ce partage avec nos collègues qui sont en ARS. Et je pense sincèrement que leur mission, leur fonction est utile, pertinente et pas inutile, comme on voit certains de ces postes disparaître. Il y a aussi notre rôle de directeur de soins dans la démarche d'universitarisation des formations. Et peut-être ça, quelques collègues qui sont plus au fait que moi pourraient peut-être nous en parler. Là, il y a aussi du dialogue. Et puis, il y a notre revendication nationale de directeur de soins, d'avoir un statut équivalent au directeur des établissements. Et là, il n'y a pas de dialogue social à notre niveau, il n'y a rien d'ouvert en ce moment, il n'y a rien à l'agenda, il n'y a rien. Voilà. Mais c'est aussi notre position là de directeur de soins engagé et militant. Je me permets, ce qu'on s'est dit, mais finalement finir sur la question de l'agenda, me renvoie, on a eu les uns et les autres des expressions assez convaincues sur la nécessité et l'utilité du dialogue social, voilà, mais finalement ça restait un peu abstrait. Et ma crainte et ce que je vois à chaque fois, parce que parfois on est invité à participer à des formations de cadres, au dialogue social, etc. Et on a l'impression qu'ils découvrent, enfin que on pratique le dialogue social, mais finalement il y a assez peu de théorisation de cette pratique. Et que le dialogue social, c'est quelque chose de très concret. Et que si on arrive
en pensant que celui-là ou celle-là, elle est à la CFDT, donc ça va être facile de discuter, puis celle-là ou celui-là, il est à la CGT, ça va être impossible, et alors parlons même pas de celui qui est à Sud, voilà. Non, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. D'abord, le dialogue social, c'est des acteurs qui ne sont pas tous dans un jeu, mais des acteurs. Et pour pouvoir dialoguer, il faut se connaître. Et il faut prendre le temps de se connaître. Et il faut prendre le temps de comprendre, y compris parfois l'histoire. Et ça se fait y compris de manière informelle. Enfin, je veux dire, je ne vais pas vous raconter ma vie de tous les jours, mais enfin, quand on a un nouvel interlocuteur en face de nous, la première étape, c'est d'apprendre à se connaître, à comprendre comment on fonctionne, et l'un et l'autre. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Sinon, vous êtes sûr que ça ne va pas marcher même. Donc, c'est connaître les acteurs. C'est construire le dialogue social. Construire le dialogue social, ça veut dire prendre le temps d'échanger en bilatéral avec chacune des organisations, mais aussi en multilatéral, faire émerger les sujets, construire un agenda social, parce que ce n'est pas traiter les sujets à la petite semaine juste quand il y a un conflit, parce que là, c'est trop tard et on voit ce que ça donne. C'est anticiper, construire cet agenda social et se fixer une méthode. Parce que le dialogue social, ce n'est pas la même chose que de la négociation. La négociation, ce n'est pas la même chose que la concertation. Une instance, ce n'est pas un lieu de négociation, etc., etc. Et donc, c'est de prendre le temps, y compris parfois soi-même, de refaire un point sur le vocabulaire, de quoi on parle et comment on fait. Et une fois qu'on a l'agenda social, en face, on met ses objectifs. Là, ça sera une concertation. Voilà. La concertation, ce n'est pas forcément ce qu'on préfère à la CFDT, mais parfois, c'est comme ça, c'est simplement une concertation. Et parfois, ça peut devenir une négociation, mais même la négociation, elle se construit. Et la négociation, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'on discute pendant des heures juste pour finir par croire qu'on est d'accord. Non, c'est aboutir à un accord dont la validité se mesure, et dont la validité est inscrite dans la loi. Il y a des règles pour mesurer la validité de cet accord. Et une fois qu'il y a un accord, soit il est valide, soit il n'est pas valide, et s'il est valide, il s'applique. Voilà. Et s'engager dans une négociation, ça veut dire qu'à un moment, l'ensemble des acteurs se mettent dans la position de parvenir à un accord. En rester à la concertation, ça veut dire qu'on accepte qu'à un moment ou à un autre, on ne soit pas d'accord. Voilà. Mais, et ce n'est pas pareil dans la démarche. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, et aller dans une négociation, ça veut dire peut-être que, et les uns, c'est même pas peut-être, c'est sûr, que et les uns et les autres renonceront, feront des concessions, mais pour avancer. C'est quand même ça l'intérêt, c'est que au final, c'est pour avancer. Le pas, il sera peut-être pas aussi grand que celui qu'on espérait, mais il y aura un pas. Et le dialogue social, c'est aussi, et si on ne comprend pas ça, et si on n'accepte pas ça, ça ne marchera pas. Le dialogue social, et c'est ça qui fait la différence entre des organisations syndicales et des collectifs. Le dialogue social, c'est aussi le lieu du désaccord. Et c'est le lieu où peut s'exprimer le désaccord sans violence. Et sans violence, ça ne veut pas dire sans conflit. Voilà. Mais, et ça, c'est aussi important, c'est qu'il peut y avoir un conflit, et ce n'est pas l'échec du dialogue social. Et il peut même y avoir une négociation qui échoue, qui ne débouchera pas sur un accord majoritaire, et ça non plus, ce ne sera pas l'échec du dialogue social. Et ça, tout le monde doit l'accepter. Nous, organisations syndicales, on doit former nos militants à ça. Et j'ai envie de dire, les directeurs, les managers, les responsables, enfin les cadres, on peut appeler ça comme on veut, à quelque niveau que ce soit, il faut aussi qu'ils soient formés et qu'ils comprennent ça. Et si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas qu'à un moment, il faut que le désaccord puisse se dire, puisse se constater, et une fois qu'il est constaté, on peut le dépasser.
Et on peut voir pourquoi il y avait un désaccord. Ça prend peut-être du temps, mais n'empêche qu'au final, on s'évite un enquistement du conflit et on s'évite l'émergence du coup d'un mécontentement qui n'a plus de forme, qui est plus organisé et qui n'est que l'expression d'une somme d'attentes individuelles. Je ne sais même pas si c'est de la revendication, c'est des attentes, ça c'est sûr, mais qui ne sont que individuelles. Et c'est ce que tu décrivais. Dans la même journée, les uns qui veulent, alors je ne sais pas, j'ai jamais rien compris, aux 8 heures, aux 12 heures, les uns qui veulent 12 heures, les autres qui veulent... Enfin, voilà. Mais je veux dire, c'est chacun pour sa pomme, chacun parce que ça l'arrange le jour-là. Enfin, voilà. Et ça, c'est ingérable. Voilà. Donc, il y a un moment, il faut renvoyer au collectif et renvoyer à un cadre organisé. Alors, on peut trouver que c'est contraignant, le comité technique ou maintenant le comité social ou quoi, mais ça permet de mesurer. À un moment, il y a des élections, on mesure une représentativité. Voilà. Enfin, je veux dire, ça aussi, ça s'apprend. C'est combien de divisions? Enfin, c'est de la base, hein, mais ça ne... Ben, c'est peut-être Staline, mais à un moment... Enfin, moi, je suis désolée. Je veux dire, quand moi, je suis à la fonction publique, je dirais qu'il y en a qui gueulent plus fort que moi parce que c'est des mecs et puis qui sont comme ça. Voilà, moi je m'énerve pas, hein, mais c'est un moment juste combien de divisions. Voilà. Donc soit on passe du temps à répondre à ceux qui gueulent, soit on travaille avec ceux qui veulent travailler, mais on fait les comptes. Et quand on fait une négo, par exemple, comme il y en a eu une l'année dernière, parce qu'il ne faut pas croire qu'avec ce gouvernement-là, il n'y aurait rien qui se passe. Avec tous les gouvernements, il y a des choses qui se passent. Voilà. Et, quand on fait une négociation qui aboutit comme elle a abouti sur égalité professionnelle, eh ben, il y a un moment où on compte. Hein. On compte. Et une fois que le ministre il a compris que de toute façon, la CGT, on pourrait leur lâcher tout et n'importe quoi, à la fin, ils ne signent pas, ben, je veux dire, on arrête de discuter, on arrête de les écouter. Mais un accord, il est valide s'il est majoritaire. Et ce que j'ai dit, moi, une fois, elle n'est plus là, la directrice générale de l'organisation des soins, mais c'était pas à elle, c'était à d'autres avant, qui disaient non mais là-dessus, ah bah oui, avec vous, la CFDT, ça serait possible de discuter, mais on peut pas discuter de ça parce que la CGT, ils veulent pas. Bah j'ai dit oui, et alors, enfin oui, la CGT, ils veulent pas. Bah oui, mais ils sont majoritaires. Non, ils sont pas majoritaires. Ils sont premiers. Ils sont pas majoritaires. Et une majorité, ça se construit avec ses interlocuteurs. Dans vos établissements, il y a telle ou telle représentativité, chacun pèse de ce qu'il pèse, mais à la fin, une majorité, ça se construit. Et que l'accord EGAPRO, il a été majoritaire sans la CGT et sans FO. Sans la CGT et sans FO. Voilà. Mais avec Solidaire qui a signé un accord pour l'ensemble de la fonction publique. Voilà. Et ça se comprend quand on fait l'effort de connaître les acteurs. Parce que quand vous avez en face de vous un ministre et son cabinet qui font l'effort de comprendre, ils avaient compris qu'ils pouvaient jouer plus facilement Solidaire que la CGT ou que FO. Et l'accord, il s'est construit comme ça, avec ceux qui veulent, ceux qui ont envie, à un instant T sur un sujet donné. Donc, il n'y a pas de recettes qui seront valables tout le temps, tous les jours, sur tous les sujets. C'est à chaque sujet. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un travail. J'insiste là-dessus. C'est un vrai travail, le travail syndical. On a notre boulot avec les militants, vous avez votre boulot pour construire les revendications, vous avez votre travail dans vos instances pour débattre, pour élaborer, pour voilà, ça c'est notre travail en interne, en tant qu'organisation. Mais quand on pratique le dialogue social, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire mesurer qui on a en face, quelles sont les forces, quels sont à un moment donné les intérêts des uns et des autres. Et dans la période, grosso modo, on peut faire une croix sur la CGT. On sait qu'on pourrait leur donner tout ce qu'ils veulent, voilà, à notre niveau. Au niveau de tel ou tel ou tel établissement, ça sera peut-être pas pareil. Ça sera peut-être même plus facile, ça a été dit, même si ça nous arrache le ventre de le dire, mais ça sera peut-être des fois plus facile avec telle ou telle équipe CGT qu'avec telle ou telle équipe CFDT. Ça, après, c'est notre boulot. Mais voilà. Mais c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Et moi, j'insiste sur ce lien entre le dialogue social et le lieu. On manque aujourd'hui de lieux de débat, de lieux de confrontation. Et la confrontation, c'est aussi faire émerger des solutions.